De vous à nous. De vous à nous. De vous à nous. Votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine avec un invité en studio. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio PIS FM émettant de Godomé PK14 derrière la direction des impôts. Pour ce dimanche 23 juillet 2023, nous recevons pour vous dans ce studio un invité pas des moindres. C'est un homme politique aux casquettes multiples et à la carrière qui peut faire pâlir d'envie plus d'un. Avocat au barreau du Bénin, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Cour constitutionnelle et j'en oublie. Ce matin, il a accepté se prêter volontiers à nos différentes questions. C'est Maître Robert Dossou, sans langue de bois et dans le style qu'on le connaît. Maître Robert Dossou se prononcera tout au long de cette émission sur plusieurs sujets liés à l'actualité nationale. Bonjour Maître Robert Dossou et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur PIS FM. Bonjour Monsieur Adam Soulé. Je tiens tout de même à souligner que je suis enseignant et j'ai été fondateur de la première faculté de droit, de sciences économiques et de sciences politiques en République du Dahomey. Et j'ai été doyen de cette faculté pendant 13 années. Mais par conséquent, désormais je revendique que l'on ne mette pas ça de côté. D'accord. Parce que des gens finissent par oublier. Et voilà. Exactement. Ensuite, je voudrais vous remercier. J'ai accepté parce que le titre de votre radio me séduit. PIS FM. Je suis un homme de paix. Je réclame la paix, je milite pour la paix, je sollicite la paix, je quémande la paix, je m'engage pour la paix et je souhaiterais qu'à la fin de cette émission, je puisse convaincre à la paix tous ceux qui auront l'occasion de m'entendre. Exactement. Alors, merci à vous, Maître, pour toutes ces précisions. La toute première question, comment se sent-on quand on est à la retraite ou quand on n'est plus au cœur de l'actualité, surtout après avoir occupé de si hautes fonctions dans le pays? Je n'aime pas trop le mot retraite. Pour moi, parce que pour moi, le mot retraite n'est qu'un terme administratif pour préciser une étape dans la vie. Et moi, comme j'ai au plan professionnel une double vie, eh bien, je vous informe que j'ai été mis à la retraite à l'université d'Agboumé-Calavi. Bien avant même que ça ait changé de nom, et que cette retraite n'est qu'administrative parce que je suis sollicité périodiquement pour des activités académiques, des séminaires, et donc je continue mon activité. La seule, non, je n'exerce plus pleinement. C'est-à-dire, je ne prends plus nulle part la responsabilité de conduire un enseignement complet pour toute une année. Non. Mais je fais des interventions ponctuelles. Et ensuite, dans le métier d'avocat, je ne suis nullement à la retraite. Donc, je suis côté universitaire, retraité actif, et côté du barreau, je ne suis pas du tout retraité. Bon, et je précise que la retraite ne veut pas signifier l'inactivité. Voilà. Donc, voilà. Alors, cela fait un bon moment qu'on n'a plus entendu Maître Robert Dossou sur des sujets ayant trait à l'actualité sociopolitique. Dit-on, est-ce un choix délibéré ou cela cache une stratégie politique pour mieux rebondir? Je n'ai plus de stratégie politique à mener. Parce que là, vous parlez de retraite, effectivement, sur le terrain politique, j'ai pris ma retraite. C'est-à-dire, j'ai atteint un certain âge. Ça ne se voit pas sur moi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Non, on est jeune dans l'esprit. Dans le corps, je suis à ma 3e jeunesse. Je suis, comme l'a dit un de mes congénères, je suis dans l'octo-jeunesse. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'estime qu'il y a un temps pour chaque chose. Je voudrais pouvoir aller encore un peu loin dans la vie,
alors je ménage mes énergies et je ne veux plus postuler ni accepter aucune fonction politique. Mais je demeurerai citoyen de ce pays et mon esprit de vif continuera de capter les événements, de les analyser, de les décanter et de faire des propositions quand je le peux, de faire des observations quand je le peux également et d'annoncer des critiques également et des satisfactions. Parce que j'en ai, tout est mélangé, le bien comme le mal vont de pair, comme l'a dit Siracide 42-24. Les choses vont toujours par deux, les uns construisant et les autres détruisant. Il faut accepter cette dualité de l'existence. D'accord. Alors, maître, avant cette séquence, si on peut le dire, d'hibernation, on vous a vu prendre des positions parfois virulentes contre le régime en place, notamment, sur des questions de démocratie et de liberté. Alors, la démocratie est-elle réellement en panne au Bénin, comme le pensent certains, selon vous? Pour moi, elle est plombée. J'ai déjà dit tout ce que je pensais là-dessus. Pour moi, elle est plombée. Mais elle est plombée parce qu'elle tourne pas à plein régime. Elle est plombée. Ça veut dire que vous avez certainement des points d'insatisfaction. Tout à fait. Je maintiens. Non, sur les partis politiques, par exemple, on voulait 2 partis. Bon, on en a combien? Au moins 7. Est-ce qu'on a pu contenir à 2? Parce qu'il faut tirer les leçons de l'histoire. C'est ça. Et chacun a son système. On pense pourra faire ceci, mais on ne tire pas leçon des expériences identiques ou semblables qui ont précédé l'initiative. L'existant. Bon, ensuite, je trouve que tout ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit. C'est pour ça que je me tais d'ailleurs, parce que je n'ai plus rien de neuf à dire. Mais dites-le aussi pour le bonheur de ces auditeurs-là, de Peace FM, encore que cette radio promeut la paix, comme vous l'avez dit, maître. Non, au jour d'aujourd'hui, au Bénin, il y a des éléments de satisfaction. C'est ça. Nous avons fait des pas, nous avons progressé. J'ai noté et relevé des aspects. L'engagement très volontariste du gouvernement actuel de la République. Nous allons revenir sur quelques morceaux choisis. Oui, du gouvernement de la République de faire avancer un certain nombre de choses. Et ils réussissent à faire avancer un certain nombre de choses. Mais dans le même temps, mais ils détruisent au point le plus élevé qu'on n'a jamais vu un certain nombre de choses dans le pays. Le Bénin est en recul de démocratie. Le Bénin n'a plus la plénitude de démocratie, je l'ai déjà dit, je le pense. Je n'ai pas, à mon âge maintenant, caché ces choses-là. Et il y a un frémissement lorsque le Parti des démocrates a été admis à concourir, a été admis dans une minorité plombée à être à l'Assemblée nationale. Et la vie du Parlement aujourd'hui n'est plus pleine. On n'a pas repris, non, ça ne peut pas reprendre complètement. C'est plombé. Alors, je résume pas démocratie plombée. Elle n'est pas pleine et entière, elle n'est pas dans la ligne de la philosophie qui a été proclamée par la conférence nationale. Je dois le dire. D'accord. Donc, et c'est pour ne pas être là à répéter les mêmes choses que je me tais. D'accord. Donc, maintenant, sur beaucoup de plans, des choses avancent et me conviennent, mais sur ce plan-là, certainement, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de nous le dire. Logistique et justice, il y a toujours les mêmes griefs qui ne sont pas arrivés, mais je souhaiterais, je vous le dis tout de suite d'ailleurs. Absolument. Mais je souhaiterais que ceux qui sont en prison, je ne veux pas aujourd'hui aborder ce qu'on a pu leur reprocher et ce qu'on a allégué pour les condamner. Donc je ne veux pas aller sur ce terrain. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des crispations et des frustrations en République du Bénin et il faut nécessairement que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, Patrice Talon, puisse lever les plombs un peu, en commençant par gracier tous ceux qui sont en prison. Moi, j'ai subi une amertume il y a quelques jours, le 18 juillet dernier. Le professeur Joël Aïvo a fêté ses 50 ans en prison. Je crois qu'il est temps qu'il gracie d'office, parce que il en a le pouvoir, et il peut le faire, et plus tard on pourra voir, sinon maintenant on peut engager la procédure d'amnistie, mais en attendant, il peut le faire, et moi
je quémande ça là, s'il faut quémander, je quémande, parce que ça va lui faire du bien lui-même. Ça là, je le maintiens. Ça dégèle un certain nombre de choses. D'accord. Et même parmi ceux qu'il va gracier, il trouvera des supporters. Et pour la suite, c'est ça? Pour la suite et pour tout. D'accord. Il peut pas le savoir lui-même. Parce que tout le monde ne peut pas lui dire la vérité crue. Donc, c'est comme ça. D'accord. Voilà, moi, mon idée, je vous l'annonce tout de suite. D'accord. Alors, maître, dites-nous, vous est-il déjà arrivé de chercher à comprendre, oui, la logique de la gouvernance actuelle? Si j'ai bien perçu la logique. Ah non, ça je suis un politologue, j'ai analysé. Oui. Et je l'avais annoncé sous la formule ci-après. Oui. Taisez-vous, je développe le pays pour vous. Rien de plus? Tout peut se résumer à ça. Je développe le pays pour vous, ne m'emmerdez pas. Voilà ce que ça dit aujourd'hui. Mais... Je développe le pays pour vous et je m'y mets effectivement, je m'engage, je cours à gauche, à droite, je prends les crédits qu'il faut et je trace les routes, je crée les marchés, et j'essaye de remoderniser l'administration publique et j'en passe. Et puis, je lance le pays dans l'industrialisation. Et effectivement, on voit les effets. L'industrie agroalimentaire, l'industrie textile, la zone économique de Golodjik B. Mais ça avance. Ça. De ce côté... Vous avez, en tout cas, votre satisfaction sur ce plan-là? Oui, sur ce plan, le plan de l'art, de la culture, des projets des projets pour le tourisme. Oui, nous allons y revenir parce que on va encore y revenir. Oui, c'est l'un des aspects. On reviendra tout à l'heure sur les 7 ans de gouvernance Patrice Talon. Alors, sur cette question, vous l'avez dit, je développe le pays pour vous, taisez-vous. Cela voudrait dire que Patrice Talon n'écoute pas Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. Moi, j'ai espoir qu'il nous écoute. Je ne désespère jamais des hommes. Surtout des hommes que je connais. Nous avons un président de la République qui est très séduisant, et qui est très brillant, qui a une intelligence largement au-dessus de l'intelligence moyenne. Ah oui, Patrice Talon, on ne peut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Et ça, ceux qui ont cru le contraire l'ont éprouvé à leur dépens. Alors, donc, je dis que ça fait plaisir. C'est ça. Et que lorsque, les autres pères de la CEDEAO désignent mon chef d'État pour qu'il fasse dans un domaine où je suis sensible, dans un domaine où j'ai des souhaits, mais je suis heureux, je suis tranquille. Et puis, je fais rire. Et je connais au Zaïre des gens qui ont une grande admiration pour le président de la République du Bénin. Pourquoi? À cause de ces vestes qui sont bien taillées. Non, je vous assure. Alors, le jour, on m'a dit ça. Toujours bien dressé. Ah non, bien dressé. Le jour, nous sommes dans la zone de sapologie là-bas. Alors, je dis, c'est ça qui leur plaît à eux. Quand ils m'ont annoncé cela, quelle a été votre réaction, mais j'ai dit, mais c'est tout ce que vous voyez dans le monsieur, c'est ça qui vous plaît, les vestes, très bien, c'est tant mieux, chacun prend le côté qui l'intéresse. Mais moi, je voulais que vous me parliez de ce qu'il réalise, de ce qu'il fait, et vous me dites que sa veste est bien taillée, que ça, on l'admire. C'est pour ça qu'on admire le président béninois pour la coupe de ses vestes, etc. et son port et son métier. C'est vraiment assez amusant. Alors, voilà. Maître, ne pouvez-vous pas accorder, en tout cas, si on peut le dire, le bénéfice de la bonne foi aux dirigeants actuels? J'accorde toujours la bonne foi à tout le monde, moi. Vous savez qu'on peut se tromper de bonne foi. Vous savez ça? Il y a un chef d'État qui est à la retraite maintenant. C'est un ancien chef d'État africain. D'accord. Qui est un de mes amis. Ce chef d'État, il me vaut une amitié, une affection qui est particulière, qui m'honore, et une confiance, attention, et une très très grande confiance. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je le rencontre, je trouve toujours quelque chose à lui dire. À présent, il y a ça qui n'est pas bon. À présent, il y a ça, et puis il dit, mais tout le monde vient ici, personne ne me dit des choses comme ça, et toi, dessous, tu viens, tu dis chaque fois, à chaque fois, tu as raison. Mais avec lui, j'ai eu souvent raison. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que j'ai eu l'écoute de certains, et ceux dont je n'ai pas l'écoute, je ne désespère pas, j'espère que j'aurai l'écoute. Voilà. D'accord.
En tout cas, c'est bien pigé, Maître Robert Dossou. La démocratie béninoise est-elle exempte, j'y arrive, de toute tare, selon vous? Non, vous savez très bien que je ne peux pas dire que la démocratie béninoise est exempte de toute tare. Elle n'a jamais été exempte de toute tare. D'accord. Depuis 1946 que nous sommes rentrés en démocratie au Bénin, elle a eu des tares, même au moment où les démocraties étaient dans leur plénitude. Okay. Mais ces tares ne doivent pas effrayer parce que dans la vie démocratique, c'est comme ça. Okay. Mais maintenant, les tares nouvelles que moi je vois, c'est les plombs qu'on met intelligemment on fait seulement des compléments démocratiques, mais on a mis des plombs. Des plombs pour que l'épanouissement ne soit pas total. Or, la liberté est quelque chose qu'on ne saucissonne pas. Parce qu'on a saucissonné au Bénin? Oui, tout à fait. Plombé pour soit le nouveau régime et la nouvelle option. C'est ça. Mais maintenant, la nouvelle option, elle est là. Il y a plus, moi je crois qu'il y a plus de crainte et par conséquent, il faut lever tous les plombs. Il faut sauter les verrous qui ont été mis sciemment, intelligemment, pertinemment peut-être, mais de manière dérangeante pour l'épanouissement de la démocratie. De la démocratie. Alors, qu'aurait-il fallu faire dans un contexte comme celui-ci? Non, il faut libérer. Mais il faut retourner à la liberté qu'on avait. Donc il faut renouer avec les acquis démocratiques d'entre-temps, c'est ça? Mais tout à fait. C'est ce que je dis. Ok. Faut pas vouloir cantonner, à force de vouloir cantonner, on met une bonne dose de dictature dans ce que l'on continue de baptiser démocratie. C'est ça. Mais je dis que les ouvertures de ces dernières années donnent une nouvelle espérance. Mais ces nouvelles espérances doivent être concrétisées par le déverrouillage qui doit être progressif, qui doit couvrir tous les autres domaines. C'est ça. Sinon, ce ne serait pas un déverrouillage. Par exemple, là, j'ai dit tout à l'heure, l'entrée des démocrates au Parlement, oui. Bon, c'est un pas. C'est ça. Mais c'est pas encore le pas. C'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. D'accord. Alors, allons à la Cour constitutionnelle, institution dont vous avez été président. Comment appréciez-vous, Maître Robert Dossou, la configuration de la nouvelle mandature à la Cour installée récemment? Non, je dois vous dire que je me suis interdit de m'exprimer sur cela. Pourquoi? Parce que j'ai occupé ces fonctions-là. D'accord. Et je sais que quel que soit, quand vous êtes dans ces fonctions-là, quel que soit ce que vous fassiez, vous ne pourrez satisfaire tout le monde en même temps. Autrement? Non, parce que c'est une fonction un peu difficile, qui est très difficile, qui intervient dans le champ du politique, Et quel que soit ce que vous fassiez, au moment où vous décidez dans tel sens ou dans tel sens, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde à la fois. Vous allez satisfaire les uns, vous allez déplaire aux autres. C'est ça. Mais je dis que j'ai ma conception technique pour s'en sortir. C'est ça. Mais je constatais que tout le monde n'a pas forcément cette appréhension technique. Voilà. Et donc, je m'interdis. Je m'interdis de juger qui est qui, pourquoi on a nommé. Non, le moment n'est pas opportun. C'est ça. Vous pensez? Je pense, mais c'est ce que je pense. À tort ou à raison, mais c'est ce que je pense que j'exprime. Je dis que il me paraît pas approprié que moi, ancien président de cette juridiction, je me mette à dire ils sont bien nommés, ils sont mal nommés. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que les courants sont qui ont été désignés? Est-ce que c'est rassurant pour toutes les sensibilités? Parce que le concept de sensibilité politique existe toujours. C'est ça. Et doivent être intégrés. Est-ce que c'est intégré ou est-ce que c'est pas intégré? Je ne me prononce pas dessus. Est-ce que les décisions rendues jusqu'ici sont satisfaisantes ou ne sont pas satisfaisantes? Je ne me prononce pas dessus. Mais je ne m'interdis pas de me prononcer dessus quand demain ça va apparaître approprié que je le fasse. Justement, on vous connaît pour votre position, vous êtes sans langue de bois, mais dites-nous... Merci pour la langue de bois ou la langue de non-bois, mais... on vous connaît sur certaines positions, on va y revenir sur d'autres détails tout à l'heure. Alors, dites-nous, quelles sont vos attentes par rapport à cette nouveau stage de cette mandature en tant qu'ancien président justement de cette institution, si vous ne comptez pas en tout cas les juger?
Mes attentes, Oui. c'est que il renoue pleinement avec la tradition de cette institution et qu'il fasse le distinguo entre des actes opposés qui ne sont pas dans la ligne d'une bonne défense de la démocratie ou d'une bonne défense des droits de l'homme. C'est mes attentes. C'est ça. Voilà. Vous dites qu'il renoue avec la tradition. Oui, et ça dit que cette tradition-là n'est pas perpétuée? Non, ça veut dire qu'il y a eu des moments donnés où des décisions ont été prises. Oui. Et j'ai eu l'occasion de leur dire en privé. C'est ça. J'ai eu l'occasion de leur dire, pas en privé, oui. C'est-à-dire en audience publique. D'accord. En audience publique de la cour, lors d'une cérémonie, j'ai dit, vous avez fait telle chose, c'est pas bien. Vous êtes persévérant. Je vous ai dit que je ne vais pas juger, mais vous tournez et vous ramenez la même question. Bon, alors moi, si je vous donne la même réponse, que je ne veux pas aller dans le détail. D'accord. Voilà. Nous vous le concédons en tout cas. Voilà, concédez-le-moi, je vous Nous vous le concédons, maître. Alors, dites-nous, parlant de cette même cour-là, même si entre-temps, les démocrates se sont mis très tôt dans les rangs, revenons sur cette décision récemment donnant ultimatum au parti les démocrates, parti de l'opposition donc, de ce pouvoir au siège vacant, leur revenant au sein, en tout cas, des commissions permanentes, les parlements sous-régionaux et autres institutions. Votre réaction, maître Robert Dossou? C'est la même question. Vous êtes persévérant. Justement, nous sommes ici, nous sommes sur cette émission. Madame Soulé. Nous sommes sur cette émission pour ne pas faire de la langue de bois. Vous voulez me saouler de la même question? Justement. Sous plusieurs formes. Parce que vous êtes une source intarissable. D'accord, je vais vous parler, mais je ne peux pas répondre à votre question. D'accord. Faisons un tour à l'Assemblée nationale. Quelle lecture faites-vous de la manière dont les débats et les travaux se mènent actuellement à l'Assemblée nationale, pour ne pas parler de l'hémicycle? Oui, mais à chaque législature, son style. D'accord. Et ce sont les femmes et les hommes qui sont là, qui animent, l'animent selon le style dégagé par le contexte dans lequel ils sont à l'Assemblée nationale. C'est ça. Rien de plus. Rien de plus. D'accord. En attendant la prise de décret, quelle devrait être selon vous la posture et les chantiers prioritaires surtout du nouveau chef de file de l'opposition, en tout cas dans l'animation de la vie politique au Bénin, maître Robert Dossou? Ah non, je ne dicte pas aux uns et aux autres ce qui doit être leur comportement. Votre expérience? Dans le jeu, lors de mon expérience, je n'ai pas eu la même expérience qu'eux. Moi, j'ai fait une démocratie plombée à un moment donné, mais la démocratie plombée que j'ai faite, c'était une démocratie de parti unique. C'est ça. Et tout était assis sur le parti qui gouverne l'État. Et à l'époque, Kérékou avait ce parti unique, PRPB. Mais Kérékou avait donné largement ouverture à des non-membres du PRPB. Kérékou n'a jamais fait un seul gouvernement dans ce pays rempli exclusivement des membres du PRPB. Il se débrouillait toujours pour mettre des non-membres du parti dans son gouvernement. Et au Parlement, on ne demandait pas la carte du parti pour se faire élire. C'est comme ça que moi j'ai été élu à l'Assemblée nationale révolutionnaire et tout en critiquant le PRPB. Il a ouvert, quelqu'un a donné cette ouverture. Et bon, mais moi je suis rentré là-dedans. Et puis bon, je lui ai cassé un peu les pieds à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Et ben, ça lui a plu à Kérékou. Qu'au moins il y ait un qui de temps en temps leur balance des vérités fortes. Bon, et ça lui a plu et il m'a pris en affection et puis on a été à la conférence nationale. Conférence nationale, vous en parlez. Alors, maître Robert Dossou, une question certainement qui va vous faire sourire, vous qui êtes tout le temps de bonne humeur, vous êtes toujours jeune, ça se remarque. Est-il, maître Robert Dossou, ami au président Patrice Talon, un partisan ou admirateur ou un opposant à son régime? J'ai dit un jour à quelqu'un que j'aime bien et qui est dans le régime. D'accord. Bon, et il n'est pas le seul que j'aime bien et qui soit dans le régime. Ok. Vous voyez, moi, je fais la distinction entre mes sentiments privés personnels au regard d'un homme ou d'une femme et mon appréciation sur ce que la femme ou l'homme fait pour l'intérêt de la communauté. Je fais la distinction. Une personne, vous pouvez l'aimer, l'admirer, et puis cette personne pose quelques actes qui vous désolent. J'ai eu à dire à l'un d'entre eux, mais vous m'avez mis en prison, moi. Pourquoi?
De par leurs actes ou de par la façon dont les choses se gèrent actuellement. Mais ils ont mis en prison des gens que moi j'estime qui ne méritent pas d'être en prison. Et moi-même personnellement, je suis prisonnier de l'appréciation personnelle. C'est ça. Que je fais sur telle ou telle personnalité avant que cette personnalité vienne au pouvoir. Et que cette personne pose des actes qui me désolent, qui m'affligent. Mais l'expérience de la vie m'a déjà conduit à vivre des situations du genre. Et je suis quelque part quelqu'un qui est tiraillé. Par qui? Je suis tiraillé en deux directions. C'est-à-dire, comme je vous viens de le dire, quelqu'un que j'aime, je vois et fait des choses, partager, voilà. Et il fait des choses qui me plaisent, que j'apprécie. Et par exemple, il a une belle coupe de fesses, ça me plaît. Bon, moi aussi, ça me plaît, j'aime ça. Bon, et si c'est clair, dressé, et que là-dedans, il y a des scories, je dois m'employer à mener l'intéressé à se débarrasser des scories pour que tout soit assez clair à ma vue. Alors donc, je suis tiraillé entre ce qui est fait de bien, qui m'enchante, et ce qui est fait de mal, qui me désole. Non, ça, honnêtement, je me suis exprimé, c'est la vérité. De la vérité, donc, je m'emploie, je fais ce que je peux, et ça va que je pourrai, je ferai ce que je peux pour que l'intégralité puisse être agréable, puisse effacer des frustrations et des crispations et frustrations que je vis. Il y a des gens en prison, il y a des gens en exil. Je ne m'attendais plus à voir mon pays dans cette situation-là. Alors il faut maintenant qu'on s'emploie à nous guérir de ces choses. Non, de ces mots M-A-U-X. C'est ça. Qu'on soit guéri de ça, parce que, vous savez-vous, dans le passé, j'ai été très attristé par la situation. C'est ça. Bertin Borna, paix à son âme. Paix à son âme, oui. Et il était en exil. Bon, il s'est débrouillé, il a trouvé une place à l'UNESCO, et il était au bureau régional de Dakar. Et chaque fois que je passais à Dakar, j'allais déjeuner avec lui. C'est ça. Et une fois, je suis allé à Dakar et son père venait de mourir. Oh là là. Il était en exil. Il n'avait pas pu assister aux obsèques de son père. Savez-vous que quand je suis rentré de Dakar, j'ai demandé audience à Mathieu Kérékou. C'est ça. J'ai été lui dire carrément, président, je viens de Dakar. J'ai déjeuné avec Bora, Benebana. Vos histoires d'exilés volontaires, enlevez ça. Sautez rapidement. Moi, ça, vraiment, moi, ça me désole. C'est pas bien. Ou comme Aïdjo, qui a été le premier président de la République du Cameroun, est mort à Dakar en exil et son corps est à Dakar depuis 40 ans. Non. Alors, il y a des choses que nous devons travailler à bannir et supprimer dans ce pays. Que chaque citoyen sache qu'il peut dire de chaque chose que ton gouvernement fait ce qu'il pense exactement, même s'il déconne, sans prendre le risque de se retrouver en prison, sans être inquiété. Alors, lorsque nous préparions la démocratie, je dois vous dire, au moment des années 89-90, moi, je vais vous dire, j'avais des amis, des camarades d'université dans presque tous les gouvernements. C'est ça. Depuis la France jusqu'à tous les gouvernements africains. Il n'y avait pas un seul gouvernement africain, même anglophone, où je n'ai pas eu un vieux copain de telle chose, qui se retrouvait à l'époque dans ce gouvernement. Et nous n'avions pas d'argent. J'étais ministre du plan. On n'avait pas d'argent pour payer les salaires. Donc, nous avons sillonné le monde pour trouver les sous pour payer les fonctionnaires. Et nous arrivons à Paris. Et après avoir fait une réunion à Washington avec la Banque mondiale, le FMI pour les choses, et lorsque nos démarches ont calé, ont crispé sur quelque chose. Alors, nous avions une réunion à 10h le matin. J'ai appelé, à l'époque, c'est Mitterrand qui était au pouvoir, j'ai appelé un de mes copains qui était ministre de Mitterrand. C'est ça. Et je dis, je dois te voir absolument tel jour avant 8h. Il me dit, viens prendre le petit déjeuner avec moi, mais à 6h. Parce qu'il était maire d'une commune et il avait une manifestation à sa mairie ce jour-là. Et il devait partir à 8h pour sa mairie. Et donc à 6h du matin, j'étais chez lui pour le petit déjeuner qu'on a pris ensemble. C'est ça. Et je lui ai dit, voilà. Il y a tel dans votre gouvernement qui nous emmerde pour telle chose. Non, je veux aller à la démocratie, d'accord, on va faire conférence nationale. Mais lui, il nous empêche de tourner en rond et d'avoir les sous pour payer les salaires. C'est ça. Il me dit, vous faites démocratie chez toi? Et la démocratie chez vous, c'est pas bien. Et je dis, comment c'est pas bien?
au nom de quoi toi et moi, nous avons reçu la même formation. Ouais. Toi, là où tu es ici, tu me dis tout ce que tu veux, comme même ton chef d'État, même tout en étant membre de son gouvernement, sans avoir peur qu'il te mette en prison. Et moi, je ne peux rien dire chez moi sans me retrouver en prison. Alors, pourquoi toi tu as ce droit et moi je ne l'aurais pas? Et quelle a été sa réaction? Mais je vous jure, il avait trempé sa tartine dans son café. Il a beurré, il a mis dans son café, il voulait manger. Quand j'ai dit ça, il est resté immobile quelques instants. Puis il dit, mais c'est vrai ce que tu dis là? Mais dessous c'est vrai, mais j'ai pas vu ça. Ah, j'ai pas vu ça ici. Ah oui, tu as raison. J'irai le voir. Je l'ai envoyé travailler le ministre qui nous empêchait d'avancer avant qu'on aille à la réunion. C'est ça. Et il a fait le travail. Wow. Si bien qu'à 10h, quand on est arrivé, tout a marché. L'essentiel était fait. Wow. Voilà, avant de prendre son train pour sa mairie, et il l'a fait. Alors, voyez-vous, et c'est pour ça que je parle. Mais je ne peux pas parler. J'ai comme principe, si j'ai quelque chose dans mon cœur, j'ai le devoir de le dire à qui j'aime. Même si c'est pour lui déplaire, je le dis. Si ça ne peut pas travailler chez lui aujourd'hui, un jour, ça va prendre dans son esprit. C'est pour ça qu'il faut dire. C'est ça. Je ne réclame rien. Mais les choses du milieu où je vis et où je suis appelé à vivre et à mourir, même s'il le faut, que ces choses-là soient dans les règles. Les petites combines, machin, que ça s'efface. Je ne suis pas partisan. Quand ça ne va pas, il faut trouver le moyen pour lui souffler dans l'oreille quand vous êtes seul à seul, que vous pouvez lui parler librement, il faut lui dire. Il faut qu'on dise la vérité. Mais il faut que le pouvoir lui-même permette qu'on dise la vérité. C'est là le pouvoir de la presse. Et la presse doit être véritablement libre. Ce que les autres ne peuvent pas vous dire, qu'on mette des filets dans la presse. Savez-vous ce que moi j'ai appris quand j'étais jeune? J'ai dirigé le mouvement étudiant africain pendant une dizaine d'années. Bon, je dis, on m'a enseigné que le matin quand tu te lèves, tu vas d'abord lire ce que ton opposant a écrit sur toi. C'est ça. Et tous les matins à l'époque, je parle des années 60. D'accord. Quand on se levait, le journal français, le Figaro, était tenu par la droite. Wow. Et dans ce journal, il y avait les Le Pen qui est dans le mouvement, il y avait Le Pen qui était dans le mouvement étudiant à l'époque. Fougueux contre les nègres, contre les indépendances et tout ça. Et il y avait également un député du 10e arrondissement qui s'appelait Dide, et qui avait la même pensée que Le Pen. Mais tous les matins, moi je lisais ce que Dide ou Le Pen écrivait dans le Figaro. Et ça me fixait, ça m'éclairait sur cela. Ah oui. Or nous on était aux antipodes de ce que eux ils prêchaient. Voilà. Je vous repose encore la question. Est-ce à dire que Patrice Talon n'écoute pas? Je ne peux pas dire ça. Et je ne dis pas ça. Je ne dis pas le contraire non plus. Je dis pas le contraire parce que moi je le vois quand lui veut me voir. D'accord. Mais quand moi je veux le voir, c'est quand il peut que je peux le voir. Alors, ne pouvant pas le voir de temps en temps, je peux vous parler, vous, à la presse, et donc je m'adresse à lui. Justement, puisque vous parlez de Patrice Talon, restons avec lui. À quand remonte la dernière rencontre entre, justement, le chef de l'État, Patrice Talon, et vous? Et de quoi avez-vous parlé, Maître Verdossou? Non, écoutez, quand ça remonte, notre dernière rencontre, c'est dans un avion. Il allait voyager, moi je voyageais, on a parlé de tout ça, et je lui ai dit, mais tu me reçois plus, etc. C'est ça. Bon, il dit, c'est le temps qui fait ça, bon, alors moi j'attends le temps bon, quand le temps bon viendra. Mais maintenant, quel que soit ce dont nous avons discuté, je ne veux pas, mais ça je ne passe public, ça ne se fait pas. Pour des sujets d'intérêt national. Non, on n'a pas discuté de sujets d'intérêt national. Des sujets privés? On n'a pas discuté beaucoup, mais on s'est rencontrés dans un avion. Ça a été bref alors? Ouais, c'est bref, on a échangé. Mais il faut qu'il me donne rendez-vous avant que je puisse dire. Étaler tout ce que vous avez... Voilà. Et que les circonstances le permettent. C'est tout. D'accord. Mais je suis content que la CEDEAO ait remis sur le tapis cette question d'une troupe de la CEDEAO. J'ai été invité à Dakar il y a 2 semaines par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Et nous avons fait le point de ces questions-là avec les généraux qui animent le centre et qui ont participé au colloque à côté d'universitaires et d'hommes politiques. Je crois qu'il est temps que l'Afrique
effectivement s'organisent pour que le terrorisme, les trucs, nous puissions les éradiquer nous-mêmes. C'est ça. Ça là, c'est très important. Il faut compter sur nos propres forces. Nous ne pouvons pas, chaque fois que nous avons cette difficulté, rentrer dans ce complexe d'extranéité suivant laquelle seul l'étranger peut nous sauver de nos propres malheurs. Ce n'est pas vrai. Nous avons la capacité de nous sortir d'affaires. Et nous avons mis sur le tapis, on l'a analysé. L'ECOMOG au Libéria. Sauf que, à l'époque, c'est l'armature principale de l'ECOMOG, c'était l'armée du Nigeria qui sortait assez fraîchement de la guerre du Biafra, donc une armée aguerrie. C'est ça. Alors, il y a eu des discussions entre les États africains et les partenaires au développement et depuis très longtemps, surtout après les dernières histoires du Chaba au Zaïre à l'époque, et on a mis en place des contingents prêts à intervenir. Eh bien, il faut repenser l'idée de l'idée de Kwame Nkrumah au sommet de l'OUA au Caire en juillet 1964, où le président Kwame Nkrumah a préconisé qu'il fallait pour l'Afrique une armée africaine. C'est ça. Alors, si on ne veut pas exécuter le détail de sa pensée, la pensée à l'époque de Kwame Nkrumah, il faut prendre l'idée et voir comment construire la chose. Parce qu'on ne peut pas trimballer un terrorisme qui a déserté tous les champs du monde pour venir se cristalliser sur le continent africain. Nous montrons là que nous sommes le ventre mou de l'univers. Il faut qu'on arrête et que par nos propres forces, nous puissions éradiquer ce phénomène-là. Vivement, comme vous l'avez dit, maître, que ce phénomène soit désormais conjugué au passé. Alors, au retour ici au Bénin, nous parlions de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce qui doit être amélioré dans sa gouvernance, selon vous? Oh, vraiment, vous retournez sur la même question. Moi, je dis que son régime est établi. Il progresse, il nous propulse dans l'industrialisation. C'est une bonne chose. Il cherche de l'argent pour vous, mais taisez-vous, c'est ça? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Laissez-moi travailler, ne me cassez pas les pieds. Alors s'il pense que quelqu'un lui casse les pieds, parce que ceux qu'il a mis au frais là, tous ne lui cassaient pas les pieds. Hein. Tous n'ont pas mauvais sentiments ou machin à son égard. Mais qu'est-ce qu'il lui reprochait alors? Non, je ne veux pas ouvrir les dossiers un à un. Je refuse. Mais je parle globalement. Je parle globalement parce que ou bien on s'assoit et on ouvre un dossier et je décortique de bout en bout. Selon vous, maître, sur quel domaine de la gouvernance donnez-vous une carte blanche à l'exécutif actuel? Non, je n'ai jamais donné carte blanche à personne. Ah oui? À jamais. Pourquoi? Je fais confiance, même celui en qui je fais confiance, je dis, fais, je vois, j'analyse. Vous êtes un Saint Thomas? Non, je ne suis pas Saint Thomas, je suis un homme ordinaire, un citoyen tranquille, et les saints, ils sont au paradis. Pour l'instant, je suis sur la terre ferme, et comme je ne suis pas pressé d'aller au paradis, je ne me prétends pas du tout saint. Vous êtes prudent ou c'est parce que vous ne faites pas assez confiance à non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais voyez-vous, j'ai parfois été injuste. Pourquoi? Parce que dans ma vie très jeune, j'avais un idéal si fort que très peu de personnalités avaient grâce à messieurs. C'est-à-dire? Je vais vous l'expliquer. Aucun dirigeant africain n'avait vraiment pleinement grâce à mes yeux. Pour moi, tous déconnaient. Donc, je les condamnais tous, sauf quelques rares exceptions. C'est ça. Comme à Bembela en Algérie, Kwame Nkrumah à Accra, au Ghana plutôt. Bon, mais les autres, tous les présidents de chez moi au Dahomey là, je les condamnais blâmer. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'en son temps il y avait une idéologie que vous défendiez? Non, idéologie ou pas idéologie, j'estimais que des choses devaient se faire de telle manière. C'est ça. Bon, mais après, entre-temps, je suis passé au gouvernement. Bien sûr. Et j'ai été mis aux épreuves du pouvoir. Alors, à l'épreuve du pouvoir, ça vous assagit un peu. Quand vous avez fait cette expérience, il y a des choses que vous pouvez mieux comprendre et vous tempérer vos critiques. C'est ça. D'autant que en 1965, il y a un prêtre qui m'avait, avec sourire, mais très vivement repris. C'est ça. Je critiquais ces chefs africains. Vraiment, alors,
Je les payais en noir absolu. De façon très acerbe. Et ce prêtre-là, je peux donner son nom, il n'est plus, c'est le père Achille Noudéou. C'est ça. Et il se retourne et il me dit en mina, Robert. Vous comprenez un peu mina, je vais le dire en mina et puis je vais traduire en français. Robert. Avec Bitob Libo de Ka, qui n'est pas au doigt, ça veut dire une personne humaine, pleinement humaine, que Dieu a créée. Toi, tu décrètes qu'il n'y a rien de bon en lui. C'est très fort. Et depuis, tu vois, je vous dis que il m'a sorti ça. Nous étions à la résidence universitaire d'Anthony, lui revenait de Rome, il s'est arrêté chez nous à Paris, et je l'amenais manger au resto U. Et puis, on d'identité politique, machin, et moi, j'étais engagé contre tous ces chefs. Il s'est retourné avec sourire, il avait le sourire dit, et il me dit ça. Et il me dit, depuis, cette femme ne m'a pas quitté. Et j'avais déjà... gravé. C'est grave. Et j'avais déjà lu des écrits de Ho Chi Minh qui disaient que en chaque être, il y a quelque chose de bon qu'il faut détecter et prendre ce quelque chose de bon pour l'amplifier afin d'effacer ce qu'il y a de mal en lui. C'est ça. Je vis toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui sur cette vision-là. D'accord. Ce qui fait que, même lorsque je cours un risque, aller dire la vérité à celui qui a le pouvoir de mettre en prison, je n'hésite pas à aller lui dire. Mais je vais choisir le moment. Je vais choisir la forme, les termes, d'accord. Mais je ne vais pas m'abstenir de le dire. Parce que si ça ne peut pas agir aujourd'hui, tout ça, ça va agir comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement, on retient que vous ne donnez pas carte blanche à l'exécutif. Personne au monde. D'accord. Il faut a priori donner confiance. D'accord. Ne jamais condamner a priori. Okay. Puis au fur et à mesure que l'action avance, distinguer ce qui est bon de ce qui est mal. C'est ça. Et veiller à ce que ce qui est mal soit écarté, éliminé au profit de ce qui est bien. Pour le bien de celui qui agit aussi. C'est ça. Alors, restons au gouvernement. Récemment, il a été adopté en Conseil des ministres des mesures visant la promotion des personnes en situation de handicap. Comment appréciez-vous cette décision du gouvernement? Et c'est une excellente décision. C'est une excellente décision. Nous avons le gouvernement autrefois encourageait des actions épars. Maintenant, c'est plus systématisé. Oui. Et je crois que nous devons nous employer à ce que les infrastructures publiques s'adaptent. L'ensemble du peuple doit s'employer à les mettre davantage à l'aise parce que un handicap physique n'empêche pas la personne d'évoluer, de développer ses autres facultés. C'est ça. Même un handicap qui atteint le psychisme, si ça n'atteint pas une certaine forme de gravité, eh bien, on peut l'entourer d'affection et l'amener à se guérir. Ça arrive. Donc, moi, les handicaps physiques ne sont pas fréquemment des handicaps. Et il y a au jour d'aujourd'hui plein de systèmes pour que les handicaps que provoque tel mauvais fonctionnement de tel organe puissent être suppléés par des prothèses ou beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Alors, n'est-ce pas là quelque chose peut-être d'inédit en République du Bénin et aussi une politique en tout cas de promotion des droits humains? Promotion des droits humains. Oui, mais c'est tout à fait vrai que c'est un pan des droits humains. Mais les droits humains ne se réduisent pas seulement à ça. Donc, les premiers droits, c'est la liberté de parole. À laquelle vous y tenez. Il n'y a rien à faire. Sans ça, il n'y a pas de progrès. Les grands progrès décisifs ont été provoqués par la liberté de la découverte, de la science, de la production. Si le cerveau n'est pas mis en mesure d'inventer, eh bien, il n'y aura pas de progrès. C'est ça. Mais pour que le progrès soit plein entier, il faut la liberté. Parce qu'on conçoit mieux en liberté qu'en dictature. Quand l'homme est contraint, il ne peut pas s'épanouir. Alors, parlons à présent, président du portefeuille ministériel que vous avez eu l'honneur, de diriger il y a quelques années. Je fais référence au ministère des Affaires étrangères. Dites-nous comment appréciez-vous la carte diplomatique béninoise? Je dois vous dire que je n'avais pas été enchanté par la restriction de la carte diplomatique. La preuve, c'est même pas bon qu'on insiste dessus puisque j'ai conscience que
le gouvernement qui a rétréci la carte diplomatique, lui-même s'est remis à redéployer. On a supprimé l'ambassade à New York, par exemple. Bon, c'est le siège des Nations Unies. Mais très rapidement, le gouvernement même s'est rendu compte qu'il faut remettre. On a supprimé Addis Abeba, alors que les réformes à l'Union africaine ont donné plus de poids au COREP. Le COREP, c'est le conseil des représentants diplomatiques qui jouent un rôle important dans la préparation du travail de l'Union africaine. Et quand moi j'étais ministre des Affaires étrangères, nous n'avions pas d'ambassade à Addis Abeba. Mais savez-vous ce que j'ai fait? J'ai vu mon collègue qui était un vieil ami de faculté. J'ai vu mon collègue éthiopien? Sénégalais, qui était ministre des Affaires étrangères du Sénégal à l'époque, Moustapha Niasse, qui était ministre des Affaires étrangères. Et je l'ai pris entre quatre yeux, j'ai dit bon voilà, moi je n'ai pas d'ambassadeur à Addis Abeba. Mais je décide que c'est toi ton ambassadeur qui sera moi mon ambassadeur. Alors appelle-le tout de suite et devant moi tu vas lui dire qu'il est dorénavant mon ambassadeur, qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre Sénégal et Bénin. Et pour commencer, moi je veux que mon président soit vice-président du bureau de l'Union africaine. Et il n'a qu'à s'employer à le faire. Et il a appelé son ministre, son ambassadeur, il a dit devant moi, et sitôt dit, sitôt fait. Et c'est cet ambassadeur-là qui a travaillé pour que Nicéphore Désiré Soglo fût élu vice-président de l'Union africaine à l'époque. Mais parce que Kérékou, lui, voulait pas ça. Donc, alors, c'est vous dire qu'il y a des postes clés. L'idéal pour l'idéal pour un pays est d'être présent partout. Ça, c'est l'idéal. Parce que les ambassades, c'est les réseaux d'espionnage patentés, ça, qui sont couverts par l'immunité diplomatique, et tout le monde sait que l'ambassade est là pour s'informer de comment fonctionne le pays. Voilà. Et alors, donc, il vaut mieux être partout, sinon on veut savoir quoi faire. Il y a des choses qui pourraient nous échapper. Et puis, il y a des points géographiques clés où il ne faut pas ne pas avoir d'ambassadeur. Là où il y a des concentrés d'organisations internationales, New York, Genève, Addis Abeba, que c'est encore, il faut qu'il y ait un ambassadeur là. Par exemple, au niveau de New York, lorsque dans un pays vous n'avez pas d'ambassadeur, vous pouvez faire le travail à travers l'ambassadeur de ce pays qui est à New York. Et vous pouvez obtenir des choses. Des choses ont été obtenues comme ça. Il y a des pays où sans grand bruit, sans que les gens le sachent. D'accord. Alors, parlons à présent, économie, oui, cette fois-ci, avec la réouverture des frontières avec le Nigeria et les récents tête-à-tête entre le président Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu, oui, du Nigeria. Cette évolution de la situation vous a-t-elle réjoui? Oui, ça m'a réjoui. Pourquoi? Parce que dans ma philosophie, le Bénin ne doit pas être isolé du Nigeria. Je vais vous raconter un fait que beaucoup de gens ne savent pas. Et je me suis heurté au Nigeria, à Adedeji, à Abuja, au moment où j'étais ministre des Affaires étrangères, parce qu'ils ne savaient pas ça. Et j'ai, en public, rectifié les faits. Les faits, c'est ceci. La révolution de Mathieu Kérékou est arrivée le 26 octobre 1972. Bon. Un mois après, à peu près un mois, octobre, novembre, décembre. C'est en décembre 1972, se réunissait à Ouagadougou le congrès constitutif, l'assemblée constitutive de la CEO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO. CEAO, oui, exactement. Et le président Kérékou, qui vient d'arriver, a envoyé une délégation conduite, je crois, à part Badjougoumen, Badjougoumen ou à la DER, je ne me souviens plus exactement, et avait pour mission d'aller dire à cette réunion que le Bénin ne va pas faire partie d'une quelconque communauté africaine régionale sans le Nigeria. Pourquoi? Justement parce que nous devons être un poumon de respiration pour le Nigeria. Si on l'exploite bien, c'est une bonne chose et que je crois que Kérékou avait raison. Alors donc, le Bénin s'est affirmé comme observateur à cette organisation, à sa création. Et c'est cette affirmation-là de Mathieu Kérékou que le président togolais Yadema a pris son bâton de pèlerin, a été voir Gowon au Nigeria pour que la CEDEAO naisse.
Donc l'idée initiale de la création de la CEDEAO est venue du Bénin, est venue de Mathieu Kérékou, du gouvernement militaire révolutionnaire de 1972. C'est ça. Mais beaucoup de gens l'oublient. Les gens ne le savent pas. Vraiment. Et ceux qui le savaient, la plupart ne sont plus là. C'est ça. Mais il faut le rappeler. Si il y a une crise entre le Bénin et le Togo, c'est pas bon. S'il y a une crise entre le Bénin et le Nigeria, c'est encore plus mauvais. S'il y a une crise entre le Bénin et le Niger, c'est pas bon. Entre le Bénin et Burkina Faso, c'est pas bon. C'est-à-dire, il faut avoir une bonne politique de voisinage avec ces pays limitrophes qui, de temps en temps, ont besoin de notre port. Parce que même le Nigeria a besoin de notre port. Ils sont tellement nombreux, ils ont beaucoup de marchandises qu'ils importent que certaines de leurs marchandises passent par le port de Cotonou. Et je me souviens quand, dans les années 70, le banditisme a atteint un paroxysme au port d'Apapa à Lagos, eh bien, toutes les assurances au monde refusaient d'assurer toute marchandise à destination de Lagos. Si bien que les armateurs venaient décharger les marchandises du Nigeria au port de Cotonou. Et ça a fait un boom pour l'économie nationale. Donc, et il y a plein d'exemples de ce genre que je dois pouvoir donner, qu'on peut donner si on a le temps, pour montrer que, eh bien, nous devons ménager le Nigeria. Je vais vous dire une chose sur le régime Abacha. Quand le régime Abacha est arrivé, j'étais ministre des Affaires étrangères. Je venais juste d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Et le président de l'époque avait dit, mais il ne faut pas isoler le Nigeria. Il ne faut pas isoler le Nigeria. Parce que quand on l'isole, il va faire des folies. Il faut aller le voir. Et le premier chef d'État à aller rendre visite à Abacha, ce fut Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc il a œuvré pour que on ne soit pas loin du Nigeria. Je ne peux pas vous dire qu'Abacha lui a rendu le même service. Et les Américains, à un moment donné, à la Commission des droits de l'homme de Genève, avaient déposé une résolution pour condamner en droits de l'homme la Chine, le Togo et le Nigeria. J'étais ministre des Affaires étrangères. La délégation du Bénin relevait de moi. Et ils étaient à Genève. Et le président des États-Unis d'Amérique voulait voir le Bénin voter dans le sens qu'on vient de dire au président Soglo, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas voter contre le Togo et contre... il ne faut pas. Et alors, coincé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la délégation du Bénin de disparaître de la salle. Puis ils étaient sous pression de certaines délégations. Et j'ai dit, disparaissez de la salle, allez vous réfugier dans les WC, dans les toilettes jusqu'à ce que le vote soit terminé. Quand le vote sera terminé, vous allez dire que vous êtes parti chercher le ministre des Affaires étrangères, mettez-moi tout sur la tête, c'est parce que vous ne m'avez pas vu pour recevoir les instructions que vous n'avez pas participé au vote. Point. Comme ça, vous n'aurez pas participé à une résolution condamnant le Nigeria ou condamnant le Togo. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui peut changer véritablement dans l'économie de ces deux pays au regard de la nouvelle ambiance? Nous avons dans le passé, nous avions tissé un certain nombre de liens qui, je ne sais pas où ça en est, de création d'industries communes. Je crois qu'il y a de nouvelles perspectives. Nous avons dans le passé bénéficié du soutien du Nigeria pour le pétrole. Nous avions, sous la révolution de Mathieu Kérékou, on a bénéficié de pétrole de deux pays, l'Algérie et le Nigeria, qui nous faisaient le pétrole à des taux concessionnels. Vraiment, je crois que je ne peux pas donner le détail, le contenu aujourd'hui, mais ce qui me satisfait, c'est que les crispations, les tensions, les fermetures de frontières en Nigeria et Bénin, j'espère que c'est du passé, terminé. Et que des programmes de coopération future plutôt pour nous, ces programmes seront mis en œuvre. Alors, la réforme du système partisan, revenons sur cette question. Non, on ne va pas revenir dessus. Quelques années après. Plusieurs années après, et toujours, je serai contre. Quels sont les points de vue de façon positive qui vous ont marqué? Il n'y a rien de positif là-dedans. Pour moi, vraiment. Je le dis, je ne reviens pas dessus. Lesquels fâchent alors
encore, Maître Robert Dossou? Lesquels de ces points-là fâchent encore, si rien n'a été positif? Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui sont frustrés dans le pays. Et ça, c'est des choses qui ont créé des frustrations. C'est ça. Parce que je sais exactement tout ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à ces partis-là. Moi, j'ai des parents et des amis dans tous les partis politiques qui existent. Ils ont le droit de choisir, mais ce que je demande à chacun, c'est la loyauté dans son choix. Quand vous avez choisi, il faut être loyal dans le choix, quand vous êtes sincère. Quand vous n'êtes plus convaincu, il faut le dire, il faut pas... Clairement. Clairement, il faut pas jouer. C'est double jeu. Ah oui, bon, parce que les doubles, triples jeux, ça vous met vous-même mal à l'aise. Moi, je vois des gens à la télé... Dans les médias ou après? Ça vous met à l'aise, soit dans les médias, soit pour toujours, ou soit pour après. Vous pourrez être à l'aise aujourd'hui et demain, vous êtes coincé par les petits mensonges que vous avez alliés. Mais moi, je connais des gens très compétents en droit, brillants, compétents en droit, et qui viennent raconter des conneries à la télévision, à la radio. Je souris et je m'abstiens de vouloir les critiquer ou machin. Mais non, et ils savent eux-mêmes que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais ils savent. Tu sais très bien que ce que tu dis est faux. Si vous vous étiez donné, Maître Robert Dossou, de revenir en arrière, que corrigeriez-vous dans la conférence nationale et ses résolutions? J'ai rien à nous reprocher sur la conférence nationale. Ah non, tout était aussi si parfait? Ah si. Ah si. À comparer à quoi? Non. Ce qui était parfait, c'est le consensus. Je vous jure, il y a eu un travail préalable d'intelligence. Et ça, je le dis. De manière à mettre tout le monde ensemble. Celui qui a condamné à mort, celui qui a été condamné à mort s'est jeté dans les bras de celui qui l'a condamné à mort. Mais c'est formidable. C'est fort quand sur le podium, mettez Bona en brasse, Mathieu Kékou devant tout le monde. Que Zissou, le président Zissou, condamné à mort je ne sais combien de fois dans ce pays, et se retrouve conseiller spécial ou chargé de mission de Mathieu Kékou qui l'a pourchassé, l'a condamné à mort plusieurs fois. Mais c'est merveilleux. C'est ça là, c'est parfait. Rien ne peut être parfait comme 100%, mais même le bon Dieu parfois il faut me pardonner qu'il me pardonne. Parfois il s'est trompé dans ces choses. Bon, mais ça là, et c'est un acquis, mais rien ne sera supérieur à ça. Aujourd'hui, c'est ce que je souhaite. On doit travailler sur consensus. C'est ça. On doit travailler sur consensus. D'accord. Maître Robert Dossou, si vous déplorez l'état de la démocratie et certaines choses dans le pays, est-ce qu'il vous est arrivé de vous en imputer la responsabilité? N'avez-vous pas échoué quelque part? Moi, j'ai échoué nulle part. J'ai échoué dans mes visions personnelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai pas obtenu tout ce que je voudrais obtenir dans la vie. Oui. Mais je ne peux pas me plaindre, je ne dois pas me plaindre, parce que ce que j'ai obtenu dans la vie, eh bien, je rends grâce à Dieu, je lui en suis reconnaissant. C'est ça. Et donc, je dois être satisfait de ça. Autrement, vous ne vous sentez peut-être pas un peu coupable? Non, je me sens coupable. J'ai fait tout ce que je peux pour ce pays et dans ce pays. Je n'ai vraiment, j'ai sacrifié des choses. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, dites-nous, les anciens chefs d'État vous consultent-ils toujours sur certains sujets d'intérêt national? Non, les anciens chefs d'État. Du Bénin. Ah non, il n'y en a plus beaucoup, il n'y a que 2. Mais ces 2, est-ce qu'ils continuent de vous côtoyer ou ceux de la Zorée? Non, parlons du Bénin d'abord. Non, je n'ai aucun problème avec eux. Il y a que, bon, je les vois très peu. C'est ça. Bon, Nicéphore de Sogo, il y a des périodes où je le vois beaucoup. D'accord. On se rencontre sur des intérêts communs. D'accord. Bon, Yahi Boni, je l'ai rencontré, croisé une seule fois. Bon, je ne l'ai pas depuis quand? Revu depuis. Je crois que ça doit faire quelque temps après qu'il ait été nommé en mission en Guinée. Je ne sais plus à quelle manifestation on s'est vu. On devait se voir, mais le calendrier ne coïncide pas. Non, il faut dire que je voyage beaucoup. Seriez-vous prêt à mettre vos expériences au service de la nation si entre-temps, le chef de l'État, Patrice Talon, procédait à votre nomination à un poste? Non, il ne peut pas me nommer sans mon accord. Ah non, il ne peut pas me nommer. Pourquoi? Parce qu'on est en démocratie. C'est sous Mathieu Kékou, la révolution PRPB, que le président Mathieu Kékou nommait des gens sans les avoir consultés. Quand il m'a nommé ministre, moi j'avais déjà refusé. C'est ça. Des cadres à lui m'avaient sollicité. Et j'ai dit non, moi je ne veux pas aller au gouvernement.
Très clairement. Oui, très clairement. Très clairement. Alors, si Patrice Talon vous donne cette occasion, vous allez refuser ou vous accepteriez sur des conditions? Non, avec les si, on va construire Paris en 2 jours. Alors, que feriez-vous en cas de proposition de nomination? Si la circonstance vient, on avisera. On avisera parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, c'est à condition que les choses changent. Je me suis retrouvé avec les coups dans le même dilemme. C'est ça. Il y avait des choses, je n'étais pas d'accord. J'ai été voir Mathieu Kérékou, je l'ai dit plusieurs fois. En aparté, de bouche à oreille, mais ensuite sur la place publique, dans la presse. Oui. Non. Et quand il s'est décidé, eh bien là, il m'avait fait consulter par d'autres. J'ai dit, je ne veux pas aller au gouvernement. Et puis, je peux le dire aujourd'hui. À l'époque, il devait soumettre son gouvernement au comité central. Et quand il a donné mon nom comme ministre, alors au comité central, quelqu'un lui a dit, mais président, vous avez consulté Dossou. Parce que celui-là, c'est un fou. Si vous le nommez et qu'il n'est pas d'accord, il s'en fout. Hein. Il va jeter votre truc par-dessus moi. Et quelle a été sa réaction? Voilà, quelqu'un aurait répondu, ah non, Robert, je l'ai vu, on va même se revoir tout à l'heure. Il m'a pas du tout vu lui-même. Jamais. Et il est arrivé... Peut-être parce qu'il connaît votre tempérament. Oui. Au Parlement, il est arrivé au Parlement et il donne le nom. Oh, mes doigts ont tremblé. Et j'ai pris la parole, j'ai dit non, puisque j'étais au Parlement. Vous avez été donc mis devant le fait accompli? Devant le fait accompli, il ne m'avait pas consulté. C'est ça. Il ne m'avait pas consulté. Quel a été votre sentiment? Non, il y a 2 choses qui m'ont ramolli. C'est que quand j'ai dit, mais président, vous me piégez là, c'est une sucette que vous voulez me mettre à la bouche pour m'empêcher de parler. C'est un piège. C'est ça. Il s'est retourné, il m'a envoyé un regard dans lequel j'ai lu une sincérité et il me dit, non, c'est pas un piège. Non, il a fait ça. Non, c'est pas un piège. Et aussitôt après ça, Tidjani Serpos Ismaël a intervenu. C'est ça. Et il avait dit ceci. Moi, j'ai toujours soutenu que dans ce pays, pour nommer un ministre, il faut prendre son avis. Voilà l'expérience. Monsieur Dossou est nommé et M. Dossou refuse. Vous voyez, si vous l'avez consulté, vous allez vous entendre avant que vous veniez donner son nom. C'est ça. Maintenant, ceci dit, moi, je demande à M. Dossou d'accepter. Quelle diplomatie. Bon, d'accepter. Bon, c'est ça. Et alors, le regard de Kérékou, cette intervention de Tidjani Serpos m'a ramolli. J'ai dit, bon, écoutez, donnez-moi jusqu'à 2 matins. Voilà, j'ai pris la nuit pour aller réfléchir. Et au lendemain matin, quand je suis revenu, j'ai dit, bon, j'accepte. Voilà. Mais ma réflexion était très claire. S'il m'a nommé comme ça, qu'il m'a imposé, c'est à cause de la déclaration que René Awanso et moi, on avait faite. C'est-à-dire la démarche que nous avions faite auprès de lui. C'est ça. Et il a vu que, avec moi, il peut faire des réformes. Il peut changer. Je vois. Mais si je refuse, comment je vais savoir qu'il veut vraiment changer? C'est ça. C'est ça le problème. Donc, je ne peux pas a priori dire jamais. Non, tout peut arriver. J'ai un vieil ami qui était presque à la retraite. C'est un Haïtien, paix à son âme. C'est ça. Il vient de décéder. Et quand son pays s'est trouvé en crise, il était dans les organisations internationales, PNUD, etc., pendant des années. Alors on a été le chercher pour que il assure les fonctions de premier ministre de la transition après les histoires d'Aristide là en Haïti. Et bien, il a fait, il s'est dévoué, il a essayé de redresser ce qu'il a pu, puis il a fini sa mission, il est parti. Bon, après, d'autres crises sont arrivés et son pays patauge. Bon, là, il vient de décéder aux États-Unis. Bon, alors voyez-vous, dans la vie, il y a des choses comme ça. Bon, j'ai connu en Algérie Bedjaoui, qui était plus âgé que moi, et on m'a donné son chef d'État l'a appelé pour qu'il prenne le ministère des Affaires étrangères. Bon, il était déjà assez avancé, il a hésité. Mais il a sollicité qu'on lui donne des ministres délégués. C'est ça. Pour qu'il ne soit pas seul à courir le monde. Et il a fait. Donc on ne peut pas dire qu'on va dire non à tout, non. Si le pays m'a donné, je vois que je peux faire. Et le contexte. Le contexte, voilà. Et la mission. Si c'est pour prendre un titre et rester là, non. Mais si c'est pour changer. À quoi faites-vous allusion? Est-ce à dire qu'il y en a qui ont le titre au Bénin et qui n'exercent pas véritablement la fonction? Alors, il y en a qui sont plus carriéristes que porteurs de valeurs. Alors, comprenez ce que vous voulez comprendre.
Nous sommes pratiquement, mesdames, messieurs, à la fin de cette émission. Une émission aussi spéciale compte tenu de la carrure de l'invité. Maître Robert Dossou, qu'est-ce que nous n'avons pas encore dit? Votre mot de fin pour conclure cette émission et un appel à l'endroit de tous ces Béninois qui vous écoutent en ce moment. Non, je termine par où j'ai commencé. Moi, je veux vivre en paix au Bénin. Et je veux que le Béninois vive en paix. Mais pour que le Béninois vive en paix, il faut d'abord que le Béninois puisse s'exprimer librement dans tout. Il puisse donner son opinion sur tout, sans s'inquiéter, sans avoir peur. Donc, qu'il n'y ait pas de frustration et des familles qui sont éplorées, des gens en prison, des gens en exil. Moi, vraiment, ça me gêne. Non, je ne sais pas. Et puis, il y a des dossiers que je connais, le dossier, dans le fond. J'ai plaidé le dossier Ricky Amadougou, je l'ai plaidé. Le dossier je l'ai plaidé. Et il y a d'autres dossiers que je n'ai pas plaidé, mais que je connais. Alors, je suis gêné, c'est tout. Par ces choses, et j'estime que ces choses-là, même quand les gens ne disent rien, c'est pas bon. Il y a la frustration. Il y a des frustrations silencieuses. Mais il y en a de très hypocrites. Donc il faut trouver la formule pour la décrispation. Absolument. Et ceux qui aiment bien le gouvernement doivent leur dire la vérité. C'est tout le problème. Merci à vous, Maître Robert Dossou. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. De vous à nous, que le temps passe très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Médard Rolou. À ce micro, Aziz Adam Soulé. D'ici là, portez-vous bien.